Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal information du mercredi 24 février. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité. Notre invité ce soir est venu nous parler du Festival du film éducatif qui aura lieu du 29 février au 5 mars. Nous accueillons donc ce soir Gérard Bouot. Bonsoir Monsieur Bouot. Merci de me recevoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Commençons cette édition en bref. En marge d'une réunion avec les maires de Martinique, le président de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, a annoncé la reconstruction du lycée Schellcher et la répartition de cette communauté scolaire dans d'autres établissements à la rentrée 2016. Les lycéens ne seront pas accueillis sur le site de l'ancienne maternité de Redoute. Cette décision a même surpris Catherine Berthaud-Lavenir, rectrice de l'Académie Martinique. Si elle est sur la même longueur d'onde qu'Alfred Marie-Jeanne sur le refus d'installer les élèves sur le site historique à la rentrée prochaine, elle semble moins convaincue par leur répartition sur plusieurs autres lycées. Elle souhaite garder l'unité des 1000 lycéens. Par ailleurs, les proviseurs des lycées Schellcher, Bellevue et Joseph Gaillard ont été reçus ce mercredi matin par la CTM. Affaire à suivre. Et parlons santé à présent, santé et culture. Un objectif que toutes les personnes soignées dans un établissement aient accès à la culture. Ce mercredi matin, la direction des affaires culturelles et l'ARS signait la convention triennale Culture-Santé à l'Agence régionale de santé. Manuela Montlouis y était, reportage. Pour un meilleur accès à la culture, tel est l'objectif de la convention qui a été signée ce matin entre l'Agence régionale de santé de Martinique et la Direction des affaires culturelles. Cette convention définit le partenariat entre ces deux institutions pour permettre aux personnes hospitalisées, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de rencontrer des artistes et de participer à des programmes culturels de qualité. Ce sont des interventions d'artistes, théâtre, musique, danse ou autres, qui vont intervenir dans les établissements de santé, dont les EHPAD, pour des interventions régulières tout le long de l'année. Et donc c'est important qu'un patient qui va effectivement séjourner ou qui reste quasiment à demeure, notamment par rapport aux EHPAD, puisse avoir un accès relativement régulier avec quelque chose qu'il connaît ou éventuellement qu'il ne connaît pas, notamment si c'est un atelier théâtre ou autre. Donc le but effectivement de la convention, c'est de fixer des objectifs sur 3 ans, de les formaliser et surtout, c'est un élément important, de les accompagner financièrement. Donc c'est l'ADAC qui est le partenaire financier, avec l'ARS qui contribue également financièrement à la mise en place des opérations, et puis les établissements qui sont directement concernés. À l'occasion de cette convention, l'ARS et l'ADAC marquent leur souhait de conduire une politique culturelle engagée avec un budget culture et santé renforcé. Parce qu'il faut négliger aucun terrain, et il s'avère que le terrain culturel de relation entre l'activité artistique et l'hôpital ou l'hébergement des personnes âgées ou des personnes handicapées, c'est un terrain qu'il faut explorer. Parce que même si on n'a pas encore exactement mesuré les résultats, on se rend compte dans le quotidien qu'il y a des effets et que ça aide à la prise en charge, ça aide au bien-être des patients et ça aide à la mobilisation, y compris des thérapeutes, c'est-à-dire des équipes qui travaillent. Donc c'est pour ça qu'on essaie de formaliser les choses, d'ouvrir le terrain de l'hôpital, des établissements pour personnes âgées ou pour handicapés au monde artistique et de mettre un peu de moyens pour que le travail soit fait dans ce sens-là. Faire émerger la culture au sein des établissements de santé a donc un rôle dans le rétablissement et le bien-être des personnes concernées. Revenons aux sapeurs-pompiers mobilisés. Une table ronde était organisée ce mercredi après-midi pour trouver une solution à ce conflit. Le préfet, les maires de Martinique, la CTM et les représentants du SDIS s'étaient réunis pour réfléchir au financement du service départemental d'incendie et de secours. En fin d'après-midi, les pompiers sont entrés dans les locaux du Conseil général pour manifester leur désaccord avec la décision prise. Priscilla Hippolyte y était, reportage. Bien, nous nous retrouvons dans un rapport de force alors que nous étions venus pour essayer, nous l'avons dit très clairement, pour essayer d'arriver à un protocole d'arrêt de conflit. Il se trouve que nous n'avons même pas une feuille de présence qui circule, nous n'avons même pas des données en vue de signer ce protocole. On se contente une fois de plus de nous annoncer de belles choses, mais il n'y a rien, aucun papier qui nous soit présenté. À ce moment précis, ils ont annoncé un certain nombre de choses. Nous voulons voir les conventions qui ont été signées. Qu'est-ce qui a été signé pour nous permettre au moins de fonctionner pour les 3 premiers mois. Et puis après, il y a le court terme
une déclaration comme quoi la sécurité civile, c'est une priorité pour la collectivité territoriale, et partant de là, revoir, dans le prolongement de la réforme territoriale qui était intervenue, revoir, mettre à plat le mode de financement du SDIS pour qu'on n'ait pas à se retrouver dans cette situation. Revenons dans la santé en bref. L'Espace Sud choisit de s'appuyer sur la communauté d'agglomération pour favoriser la prise de conscience de gestes qui peuvent sauver la vie. La journée de sensibilisation don de soi aura lieu demain, jeudi 25 février, au siège de l'Espace Sud à Sainte-Luce. Des spécialistes du don d'organes et du don de sang seront présents pour promouvoir la philosophie du don. Un camion de collecte de l'établissement français du sang sera également présent lors de la manifestation. Et toujours dans la santé, l'UFC Que Choisir a appelé les consommateurs à ne plus acheter 185 produits cosmétiques courants, contenant des substances allergènes ou des perturbateurs endocriniens. Parmi ces produits, dentifrice, déodorant, crème pour le visage, soins pour cheveux, après rasage, mais aussi lingettes pour bébé. Jean-Pierre Zabulon nous en dit plus, reportage. Crèmes hydratantes, shampoings, dentifrice, déodorant, eau de toilette, lingettes, c'est une liste à donner le vertige. L'UFC Que Choisir a dévoilé lundi 22 février 185 produits cosmétiques courants contenant des substances préoccupantes, allergènes, composés toxiques, perturbateurs endocriniens, appelant à ne plus les acheter. Annie-Claire Fédière-Plissonneau, allergologue, nous en dit plus. Alors c'est un problème qui est connu depuis fort longtemps et malgré les alertes émises par les toxicologues, les médecins, dermatologues et allergologues, les industriels continuent à utiliser ces produits. Alors il faut savoir que les produits sont potentiellement allergisants, ce qui ne veut pas dire que toute personne qui utilise des produits en contenant va développer des réactions allergiques. Mais il est vrai que ces produits devraient être retirés des marchés, des médicaments, des shampoings, des produits utilisés au quotidien, y compris pour les bébés. On trouve ces molécules dans des produits, des lingettes pour nettoyer les nourrissons, les shampoings, les lotions pour le corps. Et c'est vrai que les médecins concernés œuvrent pour que ces produits soient supprimés de tous ces topiques. J'ai eu la chance d'assister en septembre 2015 à un grand congrès de dermato-allergologie qui est annuel et la consigne, ça a été que tous ces produits qui sont potentiellement dangereux ou allergisants se retrouvent dans énormément de topiques qui ne sont pas conseillés de rincer. Donc on les garde en plus sur la peau toute la journée parce qu'on considère, tiens, cette lotion pour démaquiller, pas besoin de la rincer. Donc on rince pas et on garde le produit. Donc là, le mot d'ordre à la fin de cette grande réunion d'allergologie, ça a été de dire tout est à rincer. On ne garde rien sur la peau, sur le cuir chevelu sans le rincer. Donc déjà ça, en faisant ça, on élimine énormément les contacts. On les diminue tout au moins. Pour s'y retrouver, l'association de consommateurs met à disposition la liste des molécules les plus nocives, triclosan, phénoxyéthanol, propylparabène, etc. et des 26 allergènes présents dans les parfums et conservateurs, à glisser dans son portefeuille en allant faire ses courses. Partons à Shellshare à présent. La société d'HLM Ozanam inaugurait ce matin la résidence Croix du Sud. 30 nouveaux logements sociaux pour le plateau Fofo de la commune. Manuela Montlouis s'y est rendue. Reportage. Ce sont 30 logements sociaux qui ont été inaugurés ce matin à Plateau Fofo à Shellshare. La résidence Croix du Sud a été financée à hauteur de 2 500 000 €. Les logements construits conviennent à des familles à revenus modestes, mais aussi à des familles qui dépassent le plafond d'attribution. La résidence que nous avons inaugurée aujourd'hui est une résidence qui comporte 30 logements. 50% des logements sont accessibles à des ménages qui ont des revenus modestes, bien sûr, qui répondent à des plafonds de ressources relativement bas. Et les 50% autres restants sont occupés par des ménages qui ont des revenus plus élevés. La société HLM Ozanam a pour vocation effectivement de construire du logement social, mais le logement social peut être aidé par l'État ou non aidé par l'État, et singulièrement recevoir des subventions. S'agissant de cette opération, comme je le disais tout à l'heure, 15 logements ont reçu des subventions de l'État et les 15 autres logements n'en ont pas reçu. Ce qui explique que les loyers ne sont pas les mêmes. Même si les logements sont quasiment identiques, à quelques prestations près, les loyers sont adaptés aux revenus des gens
Ça nous permet d'assurer une cohésion sociale et de faire en sorte que des ménages qui n'ont pas forcément des revenus identiques puissent avoir des conditions d'habitat qui soient similaires. La société HLM Ozanam compte désormais 1217 logements sociaux sur la commune de Schellcher, ce dont se félicite le maire. C'est pour moi l'occasion de réaffirmer la volonté énorme de la ville de Schellcher de construire sur notre territoire des logements sociaux, c'est-à-dire des logements accessibles à tous les Schellcherois et singulièrement les Schellcherois moyens. Il y a de la place pour ça aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au-delà de cet aspect des choses, Schellcher répond aussi à une exigence de nature légale à travers la loi SRU, Sécurité et Rénovation urbaine, qui impose aux communes aujourd'hui d'avoir un pourcentage de logements de 20 à 25, voire 30% en fonction du nombre d'habitants. Malgré un contexte baissier, comme vous le savez, au plan démographique, tant en Martinique qu'à Schellcher, cette opération contribue pour nous à augmenter notre parc de résidents. Et puis le maire que je suis, dans le contexte difficile qui est le nôtre, voit à travers l'augmentation de sa population la possibilité, là encore, d'augmenter nos recettes fiscales à travers les contributions fiscales. Les efforts de construction de Ozanam se poursuivent pour répondre à une demande toujours forte de logements sociaux. Cette année, plus de 200 logements neufs seront mis en location. De la vie chère maintenant, le coût de la vie et des produits courants commercialisés est régulièrement évoqué en Martinique. On se souvient de la grève de février 2009, pourtant depuis les prix ont continué à grimper. Cependant, de nombreuses initiatives sont lancées pour soutenir les Martiniquais. Boutiques solidaires, troc, bons plans, les rubriques fusent sur Internet. Nous avons rencontré l'Assise qui s'engage pour accompagner et soutenir les personnes en difficulté. Reportage. Les boutiques solidaires sont de plus en plus nombreuses sur le territoire martiniquais. Une réponse au coût des produits de la vie courante dans les commerces traditionnels. L'Assise a ouvert une première boutique il y a 3 ans au Terre-Saint-Ville, avant d'en ouvrir récemment une seconde au centre-ville de Fort-de-France. Cette boutique solidaire, c'est une boutique qui est ouverte à tout public. Et c'est une boutique où on vend des articles, on reçoit des dons et on vend ces articles à un prix raisonnable afin de pouvoir aider une certaine population, une certaine couche de population qui sont un peu dans le besoin. Par exemple, ici, nous sommes au Terre-Saint-Ville, une certaine couche de population, ce sont des clients qui sont très régulières. Les prix sont fixés en amont, c'est-à-dire qu'on a différentes catégories de vêtements en fonction de leur qualité et les prix sont fixés à partir de 1 €. De plus en plus de Martiniquais comprennent l'alternative proposée par ces boutiques. Par rapport à la conjoncture actuelle, donc les gens font beaucoup de comparaisons et le porte-monnaie n'est pas n'est pas très élevé, donc du coup ils ont tendance à beaucoup se diriger vers ce genre de boutique parce que, comme je vous disais, la boutique des Terre-Saint-Ville, il y a beaucoup de parents, de mères célibataires qui fréquentent cette boutique et par rapport à leurs enfants. Les boutiques solidaires existent grâce aux dons de vêtements ou d'objets du quotidien, électroménagers et autres. L'Assise a d'ailleurs installé récemment des bornes de collecte textile au centre commercial Bellevue à Fort-de-France. Ce sont des bornes de collecte de vêtements textiles, linge et chaussures que nous allons un petit peu installer dans toutes les communes de la Martinique. Pour l'instant, nous en installerons dans les mois qui viennent 80. Et évidemment, le but, c'est de permettre aux citoyens en proximité de pouvoir faire des dons, comme ils l'ont toujours fait depuis 1 an au cours de nos collectes événementielles. Donc leur permettre au plus près de pouvoir continuer à nous offrir des dons en textile, linge et chaussures. Les boutiques solidaires comme le troc ou les bons plans que l'on trouve sur Internet sont un réel outil de lutte contre la vie chère en Martinique. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Monsieur Gérard Bouhou. Vous êt responsable des rencontres autour du Festival du film éducatif au CMEA Martinique. Effectivement, donc ce festival a lieu à Évreux chaque année en décembre. Donc en 2015. En 2015, enfin, donc, en 2015 c'était la 11e édition. Oui. Et nous y participons. Et nous sélectionnons un certain nombre de films pour organiser localement, ici en Martinique, des rencontres autour de ce festival-là. Et alors, qu'essayez-vous de faire passer comme message ou qu'essayez-vous d'apporter par ces films éducatifs? Qu'est-ce qu'un film éducatif déjà? C'est pas vraiment un film éducatif, c'est pas des films didactiques où on va donner des recettes, c'est des films d'éducation qui racontent des histoires d'éducation et qui traitent de thèmes tout à fait différents, à savoir par exemple la transmission des valeurs entre les générations, l'exclusion.
phénomène d'exclusion, de rejet, la migration, les droits des femmes, l'égalité sociale, beaucoup de sujets comme ça. Et c'est destiné à amener l'échange et la discussion autour de grosses problématiques qui sont liées toutes à des questions d'éducation. Et à quel public proposez-vous la diffusion de ces films alors pendant le festival? Alors en Martinique, on propose ces diffusions auprès de structures qui sont partenaires un petit peu de l'action, et les publics sont très variés. On intervient par exemple dans des centres culturels, donc ouverts à tout public. On intervient également dans des établissements scolaires. On intervient aussi au centre pénitentiaire. Donc vous voyez que pour des personnes âgées, donc les publics sont très, très, très variés. Et donc les films proposés au festival permettent... Il y a suffisamment de films et vous pouvez choisir des films pour chaque type de public, puisque les personnes âgées, le centre pénitentiaire, les jeunes au lycée... Oui. Effectivement, la sélection, elle est difficile parce que sur la cinquantaine de films qui sont proposés à Évreux, alors il y a effectivement des films de fiction, mais il y a des films documentaires, il y a des films d'animation, il y a une grande variété. Il y a des web documentaires aussi, donc nous on fait une sélection sur la cinquantaine, on en a retenu ces années que 10, qui nous paraissent être parlants, qui nous paraissent pertinents pour le public que nous côtoyons tous les jours. Mais alors comment choisissez-vous ces films? Quels sont vos critères de sélection? Alors les critères déjà, il y a un certain nombre de films qui sont, vous savez, des films qui sont sous-titrés parce que c'est des films qui viennent un petit peu de partout, d'origines très très diverses. Oui. Pour citer, on a un documentaire là qui a été tourné sur une expérience éducative en Équateur. Bon, il est sous-titré, donc c'est des fois des difficultés, mais on n'exclut pas quand même les films sous-titrés, mais en général, nous on n'a pas, je veux dire qu'on n'a pas de barrières, hein. On a des longs métrages, des courts métrages, des moyens métrages, mais on essaie d'adapter effectivement en fonction du public qui est visé, d'adapter les films à présenter. Et essayez-vous de créer une dynamique en Martinique autour du film éducatif dans son concept le plus général? Oui, ce qui nous intéresse, c'est de travailler justement, de développer cette action-là et de travailler avec des partenaires, surtout des partenaires de proximité, qui travaillent avec des publics jeunes, des publics adultes et des publics de personnes âgées aussi. Et de les amener à établir ces rencontres, ces échanges entre les personnes pour transmettre, pour essayer de voir un petit peu comment on peut aussi résoudre des situations qu'on rencontre tous les jours. Et retrouver le dialogue dans la société martiniquaise peut-être? Et retrouver, oui, c'est une manière de retrouver le dialogue, de se parler. Vous savez, on visionnait cet après-midi un film sur trois femmes de générations différentes, la manière dont elles ont rencontré quelqu'un, elles ont fait leur vie avec quelqu'un, elles se sont mariées, comment ça se passait dans trois époques différentes. Et ça permet de confronter des expériences de vie et d'échanger. La transmission intergénérationnelle. Exactement, oui. Alors je voulais quand même signaler que cette année, puisqu'on a quand même, on est soutenu, on a pas mal de partenaires, on a cette année la présence d'une réalisatrice qui viendra présenter son film, son documentaire, et échanger avec le public sur le thème qui est débattu dans le film. Très bien. Merci Gérard Bouot d'être venu sur notre plateau. Mais c'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, retrouvez votre émission Psychose. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.